Partie 9. La machine narrative. Pourquoi la couverture de la tech se lit comme elle se lit, et pourquoi les règles de divulgation sont en deçà. Une analyse sourcée de l'économie du cloud. Chaque affirmation renvoie à sa source. Nous n'alléguons aucun crime. Ce qui est frappant, c'est que tout est légal et divulgué. Personne n'a besoin d'être corrompu pour que la couverture de la tech penche. Le penchant est intégré à la plomberie. Qui paie pourquoi, ce qui ressemble à quoi, et en qui vous avez confiance pour faire la différence. 3 forces font l'essentiel du travail. Une publicité conçue pour se lire comme de l'éditorial, des cabinets d'analystes dont les clients payants sont les entreprises, qu'ils notent, et un public qui a discrètement cessé de faire confiance à l'actualité. Mettez-les ensemble, et vous obtenez une machine narrative qui tourne aux incitations, non méchants. La bonne nouvelle, c'est que les règles ont anticipé cela. La nouvelle frustrante, c'est à quelle fréquence les règles échouent en pratique. Prenons cela morceau par morceau. Commençons par la loi, car elle est plus claire que la plupart des gens ne le supposent. Au titre des endorsements guides de la FTC 16 CFR par 255, lorsqu'un lien entre un endosseur et un vendeur pourrait affecter matériellement la crédibilité d'un endossement et n'est pas quelque chose que le public attendrait raisonnablement, ce lien matériel doit être divulgué de manière claire et visible. 5. Via Connell-Lee. La définition d'un endossement est délibérément large. 0. Via Connell-Lee. C'est assez large pour englober les avis sur les produits, les publications sur les réseaux sociaux et tout contenu de style tiers où la main du commanditaire n'est pas évidente. La FTC a tracé la ligne sur le format de manière explicite. Le 22 décembre 2015, elle a publié une enforcement policy statement deceptive formaté d'advertisement aux côtés d'un guide professionnel, Native Advertising, a Guide for Businesses. Le principe central. La publicité devrait être identifiable en tant que publicité, et une publicité peut être trompeuse en raison de son format, quand elle est déguisée pour ressembler à du contenu éditorial indépendant communiqué de la FTC, National Law Review. Le règlement est donc du côté du lecteur. La question est de savoir si le règlement fonctionne. Souvent il ne fonctionne pas, et nous n'avons pas à deviner, car des chercheurs l'ont mesuré. Dans une étude de 2016 du journal of Advertising, Going Native, Bartosz Wojdyński et Nathaniel Evan ont mené des expériences pour voir si les lecteurs pouvaient même savoir qu'une publicité native était une publicité. Dans la première expérience, seuls 17 des 242 participants, moins de 8%, ont identifié une publicité native comme un message marketing payant. Une deuxième expérience a porté ce chiffre à environ 18%. Une formulation plus claire utilisant publicité ou sponsorisée et le placement de l'étiquette au milieu ou en bas ont amélioré la reconnaissance. Mais le plafond est resté bas. Journal of Advertising, chiffre via Mediapost. Relisez cela. Plus de 9 lecteurs sur 10, lors de la première série, n'ont pas réalisé qu'ils lisaient une publicité. C'est une seule étude, pas une constante universelle, mais elle pointe l'écart entre une divulgation existe et la divulgation a fonctionné. La deuxième force est plus discrète et plus respectable, l'industrie des analystes technologiques. Des cabinets influents fonctionnent selon un modèle d'abonnement et de conseil où les mêmes fournisseurs qu'ils évaluent sont aussi des clients payants. C'est un conflit d'intérêts structurel, et il a été porté en justice. 2 fournisseurs l'ont porté devant les tribunaux. En 2009, ZL Technology a poursuivi Gartner. En 2014, NetScout a fait de même. Tous deux ont allégué un modèle de pay-to-play dans lequel l'influent magique, quadrant de Gartner, favorisait les clients payants. Les plaidoiries de NetScout ont soutenu que le cabinet discriminait selon que les fournisseurs achetaient ou non des services, et la plainte structurelle de fond, telle qu'un observateur du secteur l'a résumé, était que Gartner tire ses revenus des paiements effectués par les mêmes fournisseurs dont il évalue les produits qu'elle blogue, sur l'affaire ZL, Diginomica, sur l'affaire NetScout. Je tiens à être exact sur le statut, ce sont des allégations que des plaignants ont formulées dans un litige civil. Ce ne sont pas des constats de faute. Et voici la partie que les gros titres sautent souvent. Les tribunaux les ont rejetés. L'affaire ZL, plus ancienne, a échoué. L'affaire NetScout a duré plus longtemps et s'est terminée de manière décisive. En janvier 2020, la Cour suprême du Connecticut a confirmé le rejet, jugeant que le classement magique quadrant de Gartner était une opinion protégée. Selon les termes du tribunal, les déclarations de Gartner étaient des expressions d'opinion et, par conséquent, ne peuvent fonder une revendication en diffamation de registre. Pour sa part, Gartner a déclaré que son influence sur la recherche n'est pas, et n'a jamais été, à vendre, et renvoie à ses politiques de médiateur et d'indépendance. Alors, ce qui survit au verdict est étroit, et mérite d'être dit clairement. La structure de revenus est réelle et ouvertement reconnue. La caractérisation de celle-ci comme une corruption pay-to-play est une allégation qui n'a pas tenu devant le tribunal.
Ces deux choses sont vraies en même temps, et un récit équitable les conserve toutes les deux. Maintenant la toile de fond qui élève les enjeux de tout cela. La confiance du public dans l'actualité s'est érodée au cours de la dernière décennie, et s'établit désormais à environ 40% selon les marchés, le public citant son inquiétude que les médias soient influencés par des intérêts politiques et commerciaux. Le Digital News Report 2024 du Reuters Institute l'a formulé ainsi. La confiance dans l'actualité 40% est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste globalement 4 points inférieure à ce qu'elle était au plus fort de la pandémie de coronavirus, Reuters Institute, l'University of Oxford. Quand 6 personnes sur 10 soupçonnent déjà que la couverture est achetée ou faussée, chaque parrainage, non divulgué, et chaque notation en conflit d'intérêt font un double dégât. Il trompe les rares qui faisaient confiance et confirme le cynisme des nombreux qui ne le faisaient pas. Opinion. Michael. Je ne pense pas que le problème ici soit de mauvais acteurs. C'est d'un système qui récompense discrètement la confusion. Le mode d'échec dominant n'est pas une étiquette manquante. C'est une étiquette trop faible pour s'enregistrer. La FTC elle-même dit que les divulgations doivent être claires et bien visibles, et qu'une divulgation qui n'apparaît qu'après un clic ne corrigera aucune impression trompeuse. Le web sur les recommandations de la FTC en matière de publicité native. Mettez cette norme à côté d'une étude où moins de 8% des lecteurs ont repéré la publicité, et l'implication est inconfortable. La modeste étiquette sponsorisée que nous avons tous appris à survoler peut être à la fois juridiquement insuffisante et pratiquement invisible. Rien de tout cela n'exige que quiconque fasse quoi que ce soit d'illégal. Le modèle des analystes est divulgué, les publicités natives sont étiquetées, les tribunaux ont donné raison à Gartner. Cela signifie simplement que les incitations récompensent une histoire un peu plus facile à vendre que la vérité. De mauvais systèmes, pas de mauvaises personnes, mais un système qui profite du flou ne s'affûtera pas tout seul. Vous n'avez pas à adopter mon interprétation. Le texte de la FTC, l'étude évaluée par les pairs, la décision du tribunal et le propre démenti de Gartner sont tous liés ci-dessus. Jugez la machine vous-même. Chaque chiffre de cette vidéo se trouve dans les propres documents des entreprises. Vous n'avez pas à nous croire sur parole. Vérifiez chaque source dans l'explorateur de preuves. C'était la partie 9 d'une série sourcée. Mauvais système, pas mauvaise personne.